Durant des milliers d'années après sa principale formation volcanique, aucun être humain ne vécut sur cette île que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de la Dominique. Seules les forêts luxuriantes y croisaient, depuis les rivages jusqu'au sommet des plus hautes montagnes. Voici quelques 5000 ans, les premières populations humaines provenant du sud d'Amérique arrivèrent dans cette partie de la Caraïbe. La chasse, la pêche, la cueillette des fruits dont abondaient les forêts qui bordaient les plages procuraient une nourriture sans cesse renouvelée. Ces premiers occupants furent suivis, à peu près à l'époque du Christ, il y a 2000 ans, par un nouveau groupe de population qui pratiquait l'agriculture et confectionnait des poteries de terre. Les nouveaux arrivants pénétraient dans un lieu aux riches ressources naturelles, aux nombreuses rivières fertilisant des généreuses vallées, dont les côtes maritimes, les récifs coralliens et la haute mer assuraient des fructueuses pêches. Ayant quitté le sud d'Amérique avec leurs familles, leurs animaux et même leurs plantes, ils établirent dans une île nouvelle culture influencée par des coutumes héritées de leur continent natal. Nous connaissons leurs apports grâce au travail des archéologues qui ont découvert des vestiges de villages, des objets de culte, puis étudié tout le matériel façonné jusqu'à comprendre la manière dont ces Amérindiens vivaient. À cette époque, les peuples indiens sédentarisés sur l'île tiraient toutes leurs ressources de la mer et de la terre, cultivant notamment patates douces, papayes, ananas, ainsi que le tabac qu'ils avaient importé du continent sud-américain. Leurs poteries modélaient différents types de glaises locales étaient souvent richement décorées de dessins symboliques dictés par leurs mythes et croyances. Des échanges avec les îles voisines palliaient quelques manques. Ainsi, ils n'avaient ni fer ni acier, et bien sûr pas de matière plastique. Les instruments métalliques dont ils avaient besoin venaient des îles voisines. Cependant, la plupart de leurs outils, haches et houes, étaient faits de pierres taillées et polies sur des roches près des rivières et des bords de mer. Le lambier était une source importante de nourriture, mais surtout sa coque servait de confectionner de nombreux outils, des armes, des objets sacrés et des bijoux. Les meules à farine ou pour broyer les herbes étaient façonnés dans la pierre. Des éclats de jaspe étaient également utilisés pour réaliser de grandes râpes à manioc, sur lesquelles on préparait la farine de manioc, base de l'alimentation. Les membres du dernier groupe d'Amérindiens à débarquer sur l'île, environ 150 ans avant les Européens, se désignaient eux-mêmes comme des Kalinago et dénommaient l'île Waitukubuli, ce qui signifie « eau est son corps », pratique des peuples précédents. Dont leur apport principal fut le canoë ou pirogue, utilisé pour naviguer de l'île en île et pour la pêche. Cette embarcation est encore aujourd'hui creusée dans un tronc de gommier à l'aide des haches, hachettes, herminettes, ciseaux. Dans le creux de cette coque sont placées des pierres recouvertes d'eau. Un feu est allumé tout au long qui contribue à ouvrir et à renforcer la quille de canot. Enfin, des plats-bords sont ajoutés pour compléter cette pirogue de mer traditionnelle. Pour la pêche côtière, les Kalinago construisent également de petits radeaux appelés pui-pui avec du bois canot. Des maisons des Kalinago étaient construites sur une ossature de poteaux en bois.
avec des branchages d'arbustes, des murs de roseaux et une toiture de palmes de cocotier. L'essentiel de la vie quotidienne se passant à l'air libre. Le mobilier intérieur était très sommaire, composé des hamacs pour dormir, des paniers de rangement et de calebasses servant de récipients. Le manioc au cassave est encore, comme dans le passé, une nourriture caraïbe fondamentale. Les racines sont d'abord épluchées et râpées. Ensuite, le manioc broyé est laissé à macérer dans l'eau avant d'être pressé pour en extraire le jus toxique. La pulpe de manioc filtrée est ensuite mise à sécher dans un grand chaudron sur feu pour produire la farine dont sera faite la galette ronde de cassave, aliment traditionnel des Kalinago. L'un des savoir-faire les plus répandus du peuple caraïbe est la réalisation des paniers de nombreux objets et vanneries. Utilisant l'arouma comme matériau de base, ils produisent une très grande variété de formes, de modèles décoratifs ou utilitaires. Leur façon de découper l'arouma et le tresser furent transmises de génération en génération. Le long et fin roseaux sont coupés en minces lanières qui sont ensuite séchées pour servir de matériau de tressage. Les rangées altérées de couleur foncée sont obtenues à partir du fibre préalablement détrempé dans la boue. En utilisant la tradition ou en créant de nouveaux produits, les artisans Kalinago proposent une très grande variété de vanneries authentiques et originales. Le paysage volcanique de Waitikubuli ont créé des formations géologiques dont l'aspect spectaculaire a imprégné la mythologie Kalinago. Ainsi, l'escalier Tchétché à Sinékou est considéré comme l'endroit où le premier maître des boas constructeurs est apparu sur l'île. La légende dit aussi que des plantes magiques poussent sur Pegra Rock et qu'en se baignant dans la rivière qui coule à son pied, chacun peut réaliser tous ses vœux. L'îlet Kashibona, près de Salibière, au nord du territoire, est considéré un bateau magique qui embarquait les âmes des Kalinago pour les rapatrier vers leurs ancêtres en Amérique du Sud. Les Kalinago et leurs prédécesseurs vécurent plusieurs centaines d'années sur Waitikubuli et leurs vestiges de 40 villages ont été découverts sur toute l'île. Mais cette société qui vivait en harmonie avec la nature dut un jour changer à jamais. Le 3 novembre 1493, l'admiral Christophe Colomb, faisant route à la tête de 17 navires, découvrit Waitikubuli et la renomma Dominica. Dans la baie de Oyuayo, connue désormais comme Prince Rupert Bay, où se situe aujourd'hui la ville de Portsmouth, les aventuriers européens débutèrent des échanges commerciaux avec les Kalinago. Ils rendirent visite aux chefs caraïbes, dont le village était installé sur l'actuel Indian River, pour négocier des fruits et du tabac. Mais bientôt retentit les glades canons, des fusils, des lames d'acier et aussi des infections et maladies importées. Les Kalinago se défendirent pied à pied pour sauver la dernière de leurs îles. Mais lorsque les Anglais prirent possession de la Dominique en 1763, la défaite des Indiens Caraïbes était complète. Les Britanniques divisèrent l'île en parcelles vendues à des colons, tandis que les Kalinago se retiraient vers la côte est
où un espace à peine 54 hectares que les occupants n'avaient jamais pu maîtriser leur était concédé. Ils y vécurent durant 150 ans dans un isolement relatif vis-à-vis de la société coloniale. Puis, le 4 juillet 1903, un administrateur anglais nommé Esquive Bell prononçait l'établissement d'une réserve caraïbe, élargie d'environ 1500 hectares, tout en reconnaissant officiellement le chef caraïbe. Depuis ce temps, le peuple Kalinago s'est progressivement intégré politiquement et culturellement dans la société de l'île, non sans parfois se révolter contre le pouvoir colonial, comme ce fut le cas notamment le 19 septembre 1930 sous le règne de chef Jolly John. Lorsque la Dominique acquit son indépendance politique de l'Angleterre en 1978, un décret Caraïbes Reserve Act fut promulgué pour déterminer l'organisation du territoire. Désormais, un conseil caraïbe dirigé par le chef élu de la population administre cette zone. Depuis l'indépendance, des nouvelles générations du peuple Kalinago tentent de redécouvrir le passé, tout en utilisant de nouvelles technologies pour progresser leur culture et défendre leur cause. Ici, les connaissances et traditions héritées du passé sont exploitées au mieux pour procurer une nouvelle vie et un bel avenir au peuple de Waitukubuli.